is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques d'Alira. Je suis Jérémy Vauquier, le président et le fondateur d'Alira. Je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode des Chroniques d'Alira. Je suis entouré de nos 3 chroniqueurs de choc, Cyril, Virgile et Michael. Est-ce que vous voulez vous présenter en quelques mots ? Allez, bonjour à tous. Je suis formateur des développeurs blockchain chez Alira depuis maintenant pas mal de temps. Et on est ravis de vous retrouver pour ces chroniques. Et on est ravis de te retrouver aussi, Jérémy, d'ailleurs, pour les chroniques. Et oui, c'est vrai que j'ai fait l'école buissonnière la semaine dernière, mais j'avais une bonne excuse. C'est vrai. Ouais, du coup, de mon côté, salut tout le monde. Je suis formateur référent sur le parcours intelligence artificielle au sein d'Alira, entre autres. Salut tout le monde. Du coup, moi c'est Virgile et je suis rédacteur de tous les contenus par écrit pour Alira. Trop bien, et je vois qu'on a également nos fidèles parmi les fidèles dans le chat, je vous reconnais, PQ, Fortunato, j'ai vu qu'il y avait Tikalis également, salut à vous, et quelques nouvelles personnes, Varadiel, Woki, Gaëtan, Lan. Bref, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, premier sujet, on va parler de Vivatech et de savoir quoi retenir de Vivatech. Vous savez que Vivatech, c'est ce grand salon annuel qui a lieu à Paris où toutes les boîtes tech sont présentes et présentent un peu leurs nouveaux produits. Qu'est-ce qui a retenu votre attention je ne sais pas qui veut commencer, Cyril peut-être par exemple, sur le salon qui a lieu en ce moment. Avec grand plaisir. Du coup, Juste Vivatech, c'est un salon qui a lieu en ce moment, qui a commencé hier et qui finit ce week-end. Et Vivatech, c'est un salon auquel on a déjà participé en tant qu'Alira notamment. On y est déjà allé l'année dernière, on avait notre stand. Cette année, on a envoyé pas mal d'élèves avec des différents jeux concours, donc voilà, parce que on parle avec eux. Et c'est un salon qui est, ma foi, assez cool. Premier truc à dire, c'est que c'est quand même l'un des plus gros salons sur la tech au monde, littéralement. Il a lieu à Paris tous les ans, à Porte de Versailles. Et donc c'est un peu une fierté française que d'avoir ce salon. L'année dernière, si on a envie de parler de narrative, on peut en évoquer un peu 3, je pense. Il y avait une vraie narrative blockchain l'année dernière. On avait par exemple la Banque de France qui a beaucoup insisté dessus. Il y avait beaucoup d'entreprises de la blockchain que l'on peut connaître. Les gens de chez Tezos, par exemple, plein de monde. Évidemment, l'IA a commencé et il y avait aussi un grand truc sur la quantique. Il y avait littéralement le salon, enfin l'endroit pour les entreprises qui font de l'informatique quantique. Donc c'est un peu ces 3 éléments-là que moi je trouve on a pu beaucoup voir l'année dernière. Et cette année, j'ai l'impression que le grand gagnant de tout ça, c'est l'IA, quoi. Ouais, L'IA qui a l'air de tout casser, quoi. Est-ce que vous avez des trucs à évoquer ?
Effectivement, je te rejoins à un sujet. Il y en a qui s'étonnaient ou qui étaient un peu tristes de ne pas voir de grosses pointures ou de grosses boîtes liées à la blockchain, au Web3. C'est vrai il y a 2 ans, il me semble, si je dis pas de conneries, il y avait eu justement une des thématiques, c'était le Web3 et le métavers. L'année dernière aussi, ça faisait un peu transition, on commençait à trouver de retrouver pas mal de boîtes côté IA. Et là, cette année, ils ont assumé le truc jusqu'au bout. Et t'as effectivement, t'as un peu de tout. Moi, j'avais checké un peu de loin parce que cette année, malheureusement, je pouvais pas y aller. Mais ça part dans tous les sens avec des sommeliers, avec des tables de ping-pong. Enfin, il y a un peu tout et n'importe quoi. Et effectivement, comme le dit Tikis, il y a le Cybertruck aussi de Tesla qui était je crois, l'événement du mercredi. Parce qu'il fallait inviter Elon Musk, parce que voilà. Sachant que le Vivatech, on peut un peu le comparer au CES Las Vegas, si on devait chercher une équivalence. Et c'est vrai qu'au fil des années, moi j'ai découvert ces premières éditions où c'était assez petit. Il y a de ça quelques années. Mais c'est un salon qui est assez jeune, au final, et qui a été annulé pendant le Covid, patati patata. Mais il y a eu aussi la Tech for Good, plutôt vers 2019. Donc, faut savoir qu'il y a une thématique principale. Et la thématique de cette année, bon, elle fait pas de surprise, c'est vraiment c'est l'IA, quoi, pour le coup. Voilà. De fou. D'ailleurs, juste en parlant un petit peu, quand on est dans le truc de l'IA, je vais juste partager vite fait mon écran parce que il y a un truc qui est assez intéressant à voir rapidement, c'est le côté qui est invité à Vivatech. Et bah, en fait, le truc classique, le truc classique, ce qui est intéressant avec Vivatech, c'est qu'ils ont des gros panels. Donc ils ont, en plus d'avoir des stands, ils ont des conférenciers qui viennent parler de leur travail. Et ce truc-là est d'ailleurs assez intéressant. On peut se balader et parler avec des gens qui travaillent dans des boîtes qui peuvent éventuellement vous intéresser. Et à côté de ça, il y a des conférences un petit peu généraux. Et quand on regarde un petit peu, instantanément, bon, à part Elon Musk évidemment, qui est une star internationale, on a Yann Lequin, le grand français de l'IA. On va avoir évidemment du côté de Mistral AI, le CEO, Salesforce AI, CEO, Bernard Arnault de LVMH, parce qu'il présentait, comme notamment, tu l'as dit, un sommelier avec Moët et Chandon, un sommelier fait avec l'IA. Et évidemment, derrière, on va avoir le co-founder de Hugging Face, donc on a beaucoup parlé dans ses chroniques. Il y a pas mal de gens comme ça qui sont venus en parler. Donc c'est vrai que c'est aujourd'hui devenu le rendez-vous de l'IA cette année. Et l'IA a une part très très forte sur cet écosystème. Je suis désolé, Mickaël, on entend de fou ton clavier. Ah, pardon, non, j'ai pas coupé. J'ai pas coupé, pardon, c'est ma faute. Mais ouais, et ce truc-là a une importance capitale aujourd'hui dans la tête de tout le monde, visiblement, à Vivatech. Et tous les produits qu'ils font sont dopés à l'IA. Je me suis fait plein d'exemples, mais je vais te laisser en parler, peut-être, Jérémy. Non, bah, moi, le truc sur lequel je voulais revenir, c'était. Alors, c'est une annonce qui a un tout petit peu précédé Vivatech. Ils n'ont pas attendu Vivatech, j'allais dire les salauds, pour l'annoncer, mais c'est dans le secteur de l'IA et c'est pareil. En fait, je suis sûr que ce sera. Que c'est sur toutes les lèvres là à Vivatech. C'est l'annonce par OpenAI de ChatGPT 4o. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, j'anticipe un tout petit peu, je sais qu'on avait prévu d'en parler dans 15 jours, mais comme l'annonce est toute fraîche, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos de démonstration de OpenAI. Honnêtement, c'est sans vouloir faire le fanboy de base, quoi, c'est juste bluffant. Le fait de réussir à passer d'input en vidéo à de l'input textuel de manière fluide. Donc en gros, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu, c'est quoi le ChatGPT 4o? C'est le fait de pouvoir, c'est pour omnicanal, et l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir mettre en input aussi bien du texte que de l'image, que du son, que ce que vous voulez. Et ensuite, l'IA, le ChatGPT, vous donne une réponse par rapport à ce que vous lui montrez. Et donc, ce que vous lui montrez, ça peut aussi être votre écran d'ordinateur, par exemple. Vous pouvez parfaitement lui partager votre écran d'ordinateur, lui dire « Ah, vas-y, regarde là sur cette fenêtre, j'ai du code, je suis bloqué, à ton avis, comment est-ce que je peux avancer ?» Donc, en fait, on commence à arriver vraiment assez proche
d'une forme d'assistant virtuel. Hein. Moi, pour vous dire, j'ai passé mon week-end à refaire des inventaires chez moi de stock, bref. Et je l'ai fait en discutant. Donc, j'avais le téléphone allumé avec ChatGPT 4o sur l'étagère, et je discutais avec ChatGPT en lui disant ajoute dans l'inventaire tant de telle quantité de tel item. Et tu peux aussi prendre le téléphone, prendre en photo un papier que tu as tracé à la main, comme ça, genre un papier volant, tu vois. T'écris boîte de carottes 3, date limite de consommation X, machin, tu le fais à la main, genre, mais en mode ultra schlag, quoi. Et tu lui prends une photo, tu lui dis vas-y, intègre ça dans la base de données parce que Et en fait, mais c'est bluffant, il te le fait, quoi. Il te le fait, il te structure la donnée. Enfin, c'est étonnamment performant. C'est vraiment étonnamment performant. Mais là où ils sont très forts, parce que pris individuellement, chaque canal, en fait, ça fait un moment, ça fait des années Bien sûr. que ça fonctionne bien. Là où ils sont très forts, c'est plutôt leurs produits. Hein, c'est vraiment ChatGPT en tant que tel, hein, qui n'est pas une intelligence artificielle, mais un produit. Hein. Et ce produit, en fait, il vient un petit peu construire une expérience vraiment omnicanal, hein, pour le coup, où ils sont venus, en fait, y brancher tout un tas de modèles d'intelligence artificielle qui causent entre elles. Donc c'est plutôt le produit créé qui est intéressant, plus que ce qu'il y a derrière, parce que ce qu'il y a derrière, c'est là depuis longtemps, et ça fonctionne depuis longtemps. Enfin, longtemps, c'est une vue de l'esprit, mais depuis quelques années, en tout cas. Beaucoup plus que ce que les gens imaginent au départ. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais donc voilà, donc si vous ne l'avez pas déjà testé, moi je vous invite à le tester. Et si vous n'avez pas déjà vu les petites vidéos de démonstration avec, c'est l'équipe de OpenAI qui le fait, hein, je vous invite à le faire aussi, mais testez-le par vous-même parce que c'est sur un cas d'usage que vous pourrez inventer. Voilà, moi j'ai fait de l'inventaire de l'inventaire de matériel. Mais Tu as maintenant ton Jarvis à la maison. Mais c'est exactement ça en fait, c'est Jarvis, c'est Abby. Et il y a une vraie différence. Moi alors bon, pour la petite histoire, ça fait je sais pas, peut-être 2 ans maintenant que j'ai alors je peux pas dire le mot au complet parce que sinon derrière moi il va s'activer. Et donc vous savez ce célèbre moteur de recherche, où quand on dit OK célèbre moteur de recherche, il s'active, quoi. Donc ça fait je sais pas 2 ans à peu près que je parle avec lui sur une base quotidienne pour lui dire des trucs un peu débiles comme allume mon bureau ou éteins mon bureau, tu vois, des choses absolument vitales, hein, de la vie de tous les jours. Et les conversations sont un peu connes avec ces assistants. C'est-à-dire qu'ils comprennent des instructions ultra simples comme éteins ou allume un truc, genre quel temps fait-il aujourd'hui, quoi, et qu'est-ce qu'il y a dans mon agenda aujourd'hui, et globalement ça s'arrête là, quoi. Et raconte-moi une blague, ils sont pas si mauvais pour raconter des blagues. Mais on est à des années-lumière d'une conversation avec un chat GPT, et en fait on arrive vraiment à une forme de fusion entre les deux. Et là, le fait de pouvoir envoyer en plus du flux vidéo, moi la réflexion que je me faisais ce week-end, du coup, c'est on se souvient tous du flop relatif qui a eu lieu sur les Google Glass. Oh oui. Vous vous souvenez, hein, les Google Glass, c'était cette espèce de truc où il y avait un écran en réalité augmentée avec une caméra et tout ça. Je pense que c'était trop tôt. Mais en fait, est-ce que la killer app des Google Glass, en fait, c'est pas ChatGPT 4o qui intègre comment dirais-je, du flux vidéo, du flux audio, et où en fait tu peux vraiment discuter et tu as ton assistant dans l'oreille et devant les yeux et tu discutes avec lui tout le temps, et où en fait il te fournit les informations, il te fait des tableaux, il te fait tout ce que tu veux, simplement en le discutant, quoi. De toute façon, tout ce qui a trait à la réalité mixte, augmentée, virtuelle, peut-être le métavers, tout ce qu'on veut, pour moi n'aura de sens réel et d'intérêt réel en termes de fonctionnement qu'avec l'intelligence artificielle. Parce que justement, c'est la machine qui voit ce que tu vois et qui comprend ce que tu comprends et qui peut interagir avec toi de manière compréhensible, justement. Ouais. Alors d'ailleurs, les Google Glass, s'ils refont une version, petite anecdote, donc c'était quoi, en 2016, 2017, je sais plus. D'ailleurs, vous avez des photos de moi, une photo de moi avec les Google Glass, il y a quasiment 10 ans. Faut qu'ils changent parce qu'en fait, il y avait une espèce de prisme, espèce de truc rectangle qui était à peu près au niveau du sourcil.
Ce qui faisait que pour voir dedans, à travers ça, et c'est à travers ce prisme en fait que T'es ça obligé de projetait regarder des vers le trucs. T'étais obligé de regarder vers le haut, donc comme ça. Et déjà, t'avais l'air. On dit qu'on a l'air con avec l'Apple Vision, mais je vous assure qu'avec les Google Glass, on n'avait pas l'air moins con. Et, et en plus de ça, fallait prendre du Doliprane. Parce que avoir les yeux en haut, c'est pas naturel du tout, et encore moins dans la durée. Et ça me flinguait à chaque fois, ça foutait des mal de crâne pas possible. Donc faudrait aussi qu'ils bossent sur l'UX des Google Glass si ça ressort. Mais oui, c'était trop tôt. C'était un gros délire de geek. D'ailleurs, moi, la seule application que je trouvais intéressante, c'était le GPS. Où Ouais, qui justement, t'indique directement où tu vas, à c'est ça. gauche, droite. Tu marchais, t'étais dans la rue, et puis ça te faisait le tracé, genre la rue. et tout, Aujourd'hui, avec Google Lens ou quoi, tu peux y trouver un intérêt, et avec évidemment les LLM, il y a d'autant plus. On s'est pas mal éloigné du sujet Vivatech. Ouais, de ouf, vous ouais. voulez Ouais, qu'on y retrouve, comme vous voulez, hein, moi, je m'en fous. J'allais le dire, mais c'est effectivement, C'est ça. on sait, il y a pas de surprise, on sait que là le gros sujet de Vivatech, en tout cas pour cette édition, c'est l'IA. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs qui ont été présentés qui soient autres que l'IA? Moi, je me suis préparé 3 narratifs dessus à raconter. Vous voulez que je fasse Bah, ça? vas-y. Ouais, chaud. Allez, moi, il y a un truc qui m'a toujours qui m'a toujours surpris et qu'on voit à Vivatech, c'est à quel point les entreprises françaises et les entreprises même un peu vieillissantes, en fait, sont pas du tout vieillissantes, sont à la pointe de la technologie de fou. L'année dernière, on avait déjà un exosquelette, par exemple, quand on se baladait dans les bureaux de La Poste, enfin le stand de La Poste. Parce que c'est un problème pour eux, les charges lourdes. Comment tu fais en sorte que tes employés puissent porter les charges et les mettre dans leur camion pour pouvoir les livrer? Eh bien, un exosquelette, ça serait parfait pour ça, finalement, si on avait un outil qui nous permettrait de ne pas mettre la force humaine, de ne pas mettre le dos qu'on casse pour pouvoir le mettre dedans, ça serait parfait. Et en fait, ça a l'air d'être un peu la même chose cette année. Cette année, on a finalement une révolution de l'ancien monde qui utilise les nouvelles technologies, parce qu'en fait, les grosses boîtes, elles ont d'énormes services recherche, et qu'en fait, c'est toujours le cas aujourd'hui. Et donc, du coup, typiquement, l'exosquelette de la Poste, on le retrouve encore aujourd'hui sous une nouvelle forme, un peu plus développée, machin. Je me rappelle plus exactement ce que j'avais noté, le nom de la boîte, mais on le retrouve. On retrouve par exemple France Travail, donc l'ancien Pôle emploi, ancien NPE, qui fait un partenariat avec LinkedIn, un énorme partenariat qui, pour le coup, c'est vraiment une volonté pour eux de réussir à faire en sorte d'avoir d'un coup les je sais pas combien de millions d'utilisateurs de LinkedIn directement sur France Travail. Donc ils vont travailler ensemble. Ils ont annoncé ça la veille de Vivatech, et évidemment, ils sont sur Vivatech pour en parler. Évidemment, il y a aussi tous les, par exemple, les constructeurs automobiles, les Peugeot ou ce genre de choses, qui eux ont un énorme intérêt en fait à venir travailler sur les nouvelles technologies. Ils se font avoir de plus en plus des parts de marché, évidemment par les entreprises comme Tesla qui ont commencé à disrupter le marché. Aujourd'hui aussi par les constructeurs chinois qui proposent des voitures à très bas coût pour des performances qui sont assez exceptionnelles. Et donc du coup ils sont obligés de s'adapter, et en fait je trouve que Vivatech c'est intéressant parce que c'est le moment où on voit les énormes entreprises qui ont des stands qui font 3 bâtiments et qui réussissent à montrer à quel point en fait leur place sur le marché elle est aussi définie par leur capacité à faire de la recherche et à innover. Et je trouve que Vivatech c'est un peu le moment où on s'en rend compte, parce que sinon en dehors de ça on a juste l'impression que France Travail c'est un peu vieillissant quand même, hein, c'est un peu nul. Non, en vrai ils travaillent, et de temps en temps on peut le voir. Donc je trouve qu'il y a cette narrative qui est assez cool à observer. Du coup j'enchaîne. Évidemment c'est aussi un grand événement politique quand même, il faut le dire. Et typiquement, étant donné qu'on a de l'IA à fond, les politiques se sont grave emparés de l'IA cette année. On a, juste avant le moment de Vivatech, ce tweet de Macron où il explique que des entrepreneurs ont investi 220 millions, je crois, d'euros dans une boîte qui s'appelle H, dont on ne sait quasiment rien, si ce n'est qu'elle fera de l'IA à un moment donné. Et Macron qui pose dessus, c'est quand même assez lunaire. Il y a la secrétaire chargée du numérique, la secrétaire d'État, pardon, chargée au numérique, qui a annoncé que la France allait investir 400 millions d'euros par an dans les technologies IA, en disant que on ne voulait plus être la Startup Nation, mais la Deep Tech Nation.
Voilà, c'est la nouvelle dénomination visiblement politique de la France. On avance toujours plus loin. Et évidemment, C'est le Deep, rôle de parce que... l'État d'investir dans l'IA comme ça, désolé, là. Je sais pas, je sais pas. Non, mais c'est intéressant de voir que l'État essaye de Est-ce que de le s'y grand emparer. timonier doit nous montrer la bonne direction pour nos enfants? Après, ils ont juste entre 8 et 10 ans de retard sur ce sujet-là, donc ils essayent de rattraper comme ils peuvent et de C'est comme reconstruire des espèces de licornes qui, pour certains, ça fait que ce soit la Chine ou aux États-Unis ou ailleurs, en Corée du Sud, ça fait 10 ans qu'ils sont à fond dessus, quoi. Ça- Exactement. Ils se rattrapent. Bientôt la Blockchain Nation, on y croit. Exactement. On aura l'occasion de parler de l'IA Act, enfin, dans, je pense, le prochain épisode. Si je ne dis Ouais. pas de bêtises, on pourra voir du coup l'intersection réglementation IA et essayer de voir un peu C'est ça. quel est le rôle des États. Tentative de réglementation. Ouais. Et juste dernier point, évidemment la tech, c'est un truc de gros geek, mais en fait pas que. Donc du coup on essaye toujours de faire passer un petit message comme quoi la tech ça peut être fait pour du bien. Tout à l'heure tu as évoqué Tech for Good. Bah en gros ce truc là il revient chaque année. Et donc cette année on a notamment l'Impact Bridge qui est l'endroit où ils ont mis un petit peu toutes les entreprises qui ont un impact positif, un impact social positif. Et dedans, on va retrouver pas mal de trucs. On va retrouver beaucoup d'entreprises qui sont autour du verre. Tout à l'heure, j'ai cité Peugeot parce qu'en fait, ils travaillent beaucoup sur l'électrique. Mais en fait, on va trouver aussi, par exemple, Tesla à l'intérieur de ça parce que Tesla fait de l'électrique. Et avec son énorme Cybertruck, en fait, ils sont officiellement un peu écologiques. On y trouve des taxis volants électriques. Donc c'est toujours dans la catégorie truc vert. Hein, on a des purificateurs d'air avec des micro-algues. Bref, en gros, il y a tout un panel autour de comment on fait en sorte que notre monde soit plus vert grâce à la technologie. La fresque du climat est présente sur place. C'est un organisme qui organise des formations autour des changements climatiques. De même, on va avoir un peu dans cet endroit, dans le Impact Bridge, on va avoir des entreprises qui parlent notamment aux personnes qui sont handicapées avec des prothésistes qui font des nouvelles prothèses, évidemment avec de l'IA, parce que faut mettre de l'IA partout. Évidemment de l'emploi inclusif, on va avoir Women in Tech qui est un groupement qui représente en fait, enfin qui a volonté d'avoir de mettre en place plus de visibilité pour les femmes dans le monde de la tech. Donc voilà, il y a tout cet espace un petit peu de narrative autour de on fait de la tech, mais en fait c'est pour make the world a better place, comme on dit évidemment dans la Silicon Valley. Donc donc il y a quand même ce truc qui est important. Je rebondis sur un truc que tu disais, là tu parlais des taxis volants. J'écoutais récemment une interview de Cathy Wood. Alors je ne sais pas si vous voyez qui est Cathy Wood, mais c'est une gestionnaire d'un fonds d'investissement, d'un énorme fonds d'investissement américain qui fait partie des personnes qui ont des convictions assez fortes sur la manière dont le futur va se construire et qui est très portée sur les investissements, comment les appeler, je sais pas, de rupture ou les investissements orientés vers le futur. Donc en gros, ce qu'elle regarde, c'est les choses liées à l'intelligence artificielle, liées à la blockchain et à la crypto, liées à la longévité. Et dans l'interview, un des éléments dont il parlait, et j'étais surpris parce que pour moi, c'était genre vraiment de la pure SF et genre jamais ça verrait le jour. Mais en fait, franchement, ils en parlaient comme si ça arrivait dans 5 ans, c'est ouf. C'est sur le taxi volant, quoi. De taxi volant pour le prix d'une course Uber, quoi, globalement. Donc le taxi volant complètement démocratisé. On ne parle pas d'un voyage à 15 000 dollars en hélicoptère pour aller sur le sommet de ton building préféré. Mais j'étais assez ARK Invest, exactement, tout à fait, c'est ça le fonds d'investissement qui est géré par l'ami Cathy Wood. Mais effectivement, elle en parlait comme d'un truc qui était quasiment mature, quoi. Et en gros, elle était en mode, bah ouais, au niveau technologique, c'est mature. Il y a des enjeux réglementaires qui sont en train d'être levés. Et dans 5 à 10 ans, c'est en prod, quoi. Mais c'est comme si je faisais une analogie sur, en fait, ça arrive et c'est arrivé. Les livraisons de colis par drone, par exemple, semblaient complètement... jamais de la vie ça marchera et tout. Ouais. Bah, en fait, ça marche bien, c'est super utilisé. Et même la Poste, ils ouvrent des lignes de livraison assez régulièrement. Ils en ont encore ouvert une, je crois, il y a 2 mois dans le Vercors. Et c'est des trucs qui, au fur et à mesure, ça
ça se met en place et d'un coup, on se réveille, on se dit ah bah c'est là. Non, c'est ça. Et moi, en fait, c'est aussi pareil. C'est mon question que je me disais ce matin. Il y a un côté vraiment ouf en ce moment, je trouve, dans la période dans laquelle on vit, c'est que on passe des seuils, comment dirais-je, sans même s'en rendre compte, et on prend pour acquis le fait qu'on l'a passé, alors qu'en fait, il y a un côté incroyable. Genre, le test de Turing, moi, par exemple, donc le test de Turing, c'est le test qui, pendant, je sais pas, des dizaines d'années, moi, j'ai jamais que 30 ans, donc je n'en ai pas entendu parler tant que ça, mais pendant quasiment, je sais pas, 15 ans, j'entendais parler du test de Turing comme étant le test ultime pour vérifier si une IA était performante ou pas. Donc le test de Turing, c'est est-ce que quand tu prends 100 êtres humains et que tu les fais discuter avec 100 interlocuteurs, une fois sur deux c'est une IA, une fois sur deux c'est un vrai humain, est-ce que les 100 humains arrivent à détecter les 50 IA avec lesquels ils ont discuté et les 50 humains avec qui ils ont discuté? Et quand ils n'y arrivent plus, c'est que le test de Turing est validé. C'était une prédiction qui avait été faite par Alan Turing au milieu du XXe siècle. Et en fait, on a genre éclaté le test de Turing quasiment dans l'indifférence générale. Je pense que j'ai vu aucun article de news rapporter le fait que le test de Turing avait été genre juste pulvérisé. Et on a les yeux sur le truc suivant, quoi. C'est ouf. Il y a un côté vraiment incroyable et tu vois, sur le truc des taxis volants, c'est pareil. Moi, dans mon espace mental, c'était en mode, en fait, c'est de la pure SF. Genre, jamais de mon vivant, je ne le verrai. Et là, j'ai été obligé de le ramener un peu plus proche de moi en me disant, ah, en fait, ça se trouve, dans 5 à 10 ans, on ne sait pas, on verra. C'est marrant. Ouais, bah tu vois, typiquement, les taxis volants, petite anecdote, en 2016 ou 2017, je me retrouve au Festival de Cannes et Uber avait mis en place un système pour faire l'aéroport Nice jusqu'à Cannes, donc c'est un trajet d'environ 10 minutes en hélicoptère et ça coûtait genre 100 euros, un truc comme ça, donc 100 ou 200 euros, et pour pouvoir faire une cinquantaine de kilomètres, quoi, pour pouvoir aller plus vite, et c'est même pas si cher que ça, quoi, et je veux dire, c'était les premiers prémices de on peut commander sur Uber un truc volant. C'est quand même assez ouf. Et là, du coup, je présentais vite fait. Donc ça, c'est l'entreprise qui a beaucoup été présente, notamment sur le salon Vivatech cette année, s'appelle Volocopter, et qui a envie d'amener ça en Europe, et qui, du coup, a des partenariats avec Aéroports de Paris, avec beaucoup d'entreprises et d'institutions, en fait, en Europe, pour pouvoir justement amener les taxis volants. Et on peut voir que leur volonté, c'est d'amener évidemment de la livraison de drones. Ils ont leur propre système d'héliport, on va appeler ça comme ça, et avec du coup des taxis volants pour des longs trajets, pour des petits trajets, et ce genre de choses. Donc ouais, c'est un truc qui arrive vraiment. Et oui, en effet, il y a un vrai truc de la tech aujourd'hui, en fait, avance vite, avance très vite. Et il n'est pas impossible que, en fait, juste on se retrouve avec des taxis volants dans la fin de nos vies, C'est quoi. ça. Après, on se demande aussi pourquoi il y a de l'IA partout, qu'on en parle, machin et tout. Mais en fait, tout ça, l'IA, c'est le prérequis. Bien sûr. C'est ce qui permet justement à ta machine, à ton hélicoptère, à ton machin, de comprendre son comprendre environnement, ouais. ce qui se passe autour de lui, quoi, et de s'adapter en conséquence pour éviter justement de se prendre une poutre, un bâtiment, un truc, un autre avion. C'est Bah, ça. tu parlais des drones, il faut que les drones comprennent que quand ils arrivent, quand ils veulent déposer leur colis, qu'ils sont pas en train de déposer par exemple leur colis dans une mare, ou enfin, C'est tu vois. ça. Et donc en effet, l'IA est un prérequis, ouais. Tout à fait. Allez, let's go. Sujet suivant. Qu'est-ce qu'on a dans nos stocks de sujets? Bon, on va rester dans un espèce de thème Ouais. approchant. Ouais, alors cette fois-ci, là, on était sur la vision ultra optimiste, utopiste, l'avenir est radieux et technologique. Et maintenant, on va aller explorer la version Black Mirror de cette réalité, avec les lois JO, donc qui sont des lois qui nous ont été présentées comme d'exception, bien sûr, hein, comme toute bonne loi sécuritaire. Elles sont toujours exceptionnelles avant qu'elles, bien sûr, ne passent dans le droit commun. On a vu ça notamment sur les lois antiterrorisme, sur les lois sur la liberté d'expression, les lois sur l'apologie du terrorisme. Enfin bref, je rentre pas dans ces détails-là aujourd'hui. On va avoir le branchement sur l'ensemble des caméras de vidéosurveillance de la capitale, des branchements d'IA, de reconnaissance faciale. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir suivre un individu dans une foule. Et en fait, c'est pas de pouvoir suivre un individu dans une foule, c'est de pouvoir suivre 100 000 individus dans une foule de 100 000 personnes. Et de savoir où les gens vont, comment ils se déplacent, etc.
Et donc, ce vers quoi ça nous dessine l'horizon, c'est demain, Cyril Castagni, en fait, vous n'étiez pas au courant, mais il est en voie de radicalisation pour devenir un maximaliste dangereux, par exemple. Si on le savait, on le savait. Bon, je prends l'exemple au hasard. Le gouvernement décide qu'être maximaliste, c'est pas une bonne chose, et que c'est un danger pour la démocratie, pour la République, et que donc il faut empêcher ces gens d'accéder à des lieux de rassemblement. En fait, on est capable de savoir, il est monté dans le train à telle station, il est sorti à telle autre station, il a été aux chiottes entre telle heure et telle heure. Ça fait un tour aux chiottes. Non. Non, tout, mais pas ça. Et ça, on a déjà Facebook et Instagram pour le savoir. Hein. À peu près. Quand je commence Et à alors, liker des trucs. Qu'est-ce qu'on se dit plus encore, enfin, qu'est-ce qu'on pense de ça? Est-ce que on arrête quand? Un des trucs qui est intéressant à noter, c'est là je montre un petit peu, c'est le site de l'intérieur, hein, donc du coup c'est à peu près une source visiblement fiable. Leur expérimentation dans le cadre des JO, c'est vraiment dans un cadre assez restreint officiellement, qui est celui du non-respect de sens de circulation, franchissement ou présence dans une zone sensible ou interdite, mouvement de foule, densité trop importante de personnes, les colis abandonnés, la présence ou l'utilisation d'armes, les personnes au sol et les départs de feu. Donc en gros, l'IA va analyser les images en temps réel pour se dire, ok, là je vois un colis abandonné, je préviens les services nécessaires pour qu'ils viennent interagir dessus. Déjà, ça pose plein de questions. Ça pose la question de la pertinence des IA dans ce genre de contexte. Ça pose la question est-ce qu'elle est capable d'analyser de manière assez pertinente et sans trop d'erreurs pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse rendre ça très industrialisable et qu'en fait les gens ne commencent pas non plus à s'amuser avec l'IA, à déposer des petits sacs comme ça un petit peu partout pour tout casser et dire à la police allez, je dirai ça maintenant. Il y a un vrai truc de comment on fait en sorte d'avoir une IA qui est pertinente dans ce genre de cas d'usage, déjà premièrement, et évidemment, qu'en est-il des libertés? Et sur ça, aujourd'hui, il y a un gros travail de communication de la part des instances, que ce soit à l'intérieur, que ce soit l'Assemblée nationale, pour essayer d'expliquer à quel point ils ont fait un travail déjà, sur qui va travailler avec eux, donc quels sont les fournisseurs d'IA qui vont travailler avec eux, et aussi quelles sont les personnes qui vont accéder aux données. Et donc en gros, ils expliquent bien que c'est la police, c'est la RATP, c'est la SNCF. En gros, ce sont uniquement les parties prenantes de la sécurité des personnes, quoi. A priori, personne d'autre n'y aura accès. Sauf que déjà, comme tu l'as dit tout à l'heure, on sait très bien que ça évolue, que les lois qui sont faites dans un cadre exceptionnel évoluent. Et pour ça, tu as bien cité les exemples, terrorisme et ce genre de choses. Donc, il y a pas mal de travail à ce niveau-là. Moi, je vais laisser les autres parler. Hein, mais... Ouais, effectivement, en fait, ce sujet, on en discutait justement avec Cyril un peu avant le live. En France, en tout cas, je ne citerai pas pour le moment la Chine et les États-Unis et d'autres. Ça prend vraiment ses racines concrètes en 2019 avec le festival, le carnaval, pardon, pas le festival, mais le carnaval de Cannes en 2019, où il y a eu une expérimentation par la ville de Nice, justement du fait de pouvoir contrôler ce qui se passait. Avec l'accord de la CNIL. La CNIL avait validé cette expérimentation. Et 5000 personnes volontaires, où le but, en fait, c'était d'être repéré parmi la foule. Donc, c'est 5000 personnes. Et du coup, à partir de là, petit à petit, s'en est suivi une expérimentation, devient petit à petit... plus qu'une expérimentation, c'est un peu le POC en prod. Hein. et petit à petit, on se retrouve avec des choses qui s'installent petit à petit, qui se démocratisent de plus en plus, et des législations qui évoluent potentiellement, avec normalement des garde-fous. La CNIL en est un. Faut aussi savoir que ce soit côté Christian Estrosi, etc., parce qu'il faut aussi nommer les personnes qui sont derrière tout ça, ils sont un peu avec une forme de combat contre la CNIL et ils avaient proposé de la dissoudre aussi à ce niveau-là. Alors je parlerai pas du fait que la CNIL a largement pas les moyens de ses ambitions,
ni les personnes, etc. Mais en tout cas, parfois, elle contrôle un peu, voilà, et elle met un peu son nez dans les affaires, et ce qui n'avait pas plu, ce qui était un frein pour beaucoup. Et du coup, il y avait eu des tensions. Il y a toujours des tensions actuelles En gros, entre la CNIL et... voilà. il se plaignait de ne pas avoir la liberté d'enlever des libertés, Ouais. c'est ça? C'est ça. Un peu résumé comme ça, on est pas trop mal. Ouais. Mais la CNIL a un passif là-dessus et continue. Encore l'année dernière, ils ont initié une procédure contre le... Enfin, procédure de contrôle vis-à-vis du ministère de l'Intérieur sur la partie vidéosurveillance utilisée dans la police nationale. Donc il y a... Voilà, il y a des choses, ça fait longtemps, hein, ça commence à faire quelques années que c'est là. Il y a plein de boîtes et d'outils qui existent pour le faire. Et c'est vrai que les JO, ça va être une sorte de test grandeur nature et avec un spectre beaucoup plus large de tout un tas de choses. Tu reprenais effectivement les choses autorisées. Il y a eu un rapport parlementaire qui a été fait et où a été auditionné par exemple le délégué interministériel au JO, machin, qui expliquait dans quel cas en fait les caméras augmentées pourraient être utilisées. Et effectivement, il y a beaucoup, c'est sur le comptage de la foule, savoir combien il y a de personnes et comment ils sont rassemblés, sans qu'il y ait pour autant de discrimination sur bon bah il y a Cyril, il y a Jérémy, il y a moi, il y a Virgile au sein de la foule, mais plutôt il y a des gens. On s'en fout de qui c'est, mais il y a des gens. Un petit peu comme dans les manifs, quand on veut compter combien il y en a. J'avais vu comment ça fonctionnait, c'est au niveau de la police par exemple, c'est ils sont dans leur salle. Ils comptent, et puis dès qu'ils arrivent à un nombre à peu près, je crois, une dizaine de personnes, clac, ils ont un cliqueur, ils cliquent, et puis en fonction du nombre de fois qu'ils ont cliqué, après ça donne un chiffre plus ou moins correct. Bah là, techniquement, ce genre de technologie, bah, ça permet de faire un comptage beaucoup plus précis hein, du regroupement de personnes et du nombre. Mais voilà, après, donc ça c'est juste pour de l'analyse de la foule. Et ensuite, tu as effectivement tout ce qui est détection de choses qui ne seraient pas licites, ou d'objets abandonnés, d'intrusion dans des zones interdites au public. Lié à la personne aussi directement, ça serait par exemple la détection de masques ou de choses qui occultent le visage, par exemple, ou d'un groupe hein, au sein d'une foule. Donc tout ça, ça va permettre un petit peu de... comment dire, de venir aider, j'ai envie de dire, ce qui était fait effectivement par un être humain, mais qui là serait fait par la machine avec tous les bons et les mauvais côtés qu'on peut imaginer. Donc les JO, pour moi, ça va vraiment être, on a l'occasion, à grande échelle, de mettre en œuvre tout ce qu'il y a dans les cartons depuis plus de 5 ans. Qu'est-ce que vous en pensez, le chat là, il y a Titalis qui s'est exprimé déjà. Le reste, qu'est-ce que vous en pensez, le fait de déployer comme ça à grande échelle les IA? Alors même si pour l'instant, effectivement, on nous annonce que, promis, ce sera pour surveiller les feux de poubelle et les regroupements de personnes. Bah. C'est une pente glissante, quoi. J'avoue, moi j'ai le truc un peu... à la base, moi je suis vachement supporter de foot et j'ai beaucoup été dans les milieux... des supporters un peu ultra ou quoi et il se trouve que bah, typiquement moi je vois le truc depuis à peu près 2009 qui à peu près autour de 2009 on a commencé à mettre en place des politiques répressives autour du supporterisme. Et donc on a vu ça par exemple avec le PSG que je suis beaucoup, avec notamment ce qu'on appelait le plan Le Prou qui a empêché en fait les associations de supporters de se mettre en place. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des violences décriées par les politiques publiques. Et de fait, à partir de ce moment-là, on a mis en place des politiques très répressives avec beaucoup d'interdictions de stade et ce genre de choses. Aujourd'hui, typiquement, et je vais présenter ça 2 secondes, on est donc du coup sur le site ici Vie Publique, qui est le site de l'institution des députés pour pouvoir justement parler des lois et de leurs avancées. Et donc là, on peut voir que ça a été promulgué, hein, c'est coché, ils ont un bug d'affichage, mais c'est coché. Donc la loi est en place, elle a été promulguée il y a 4 jours, pour pouvoir justement mettre en place tout ce qu'on a dit depuis le début autour de la recherche et l'information. Et il est très clairement précisé, je ne vais pas le retrouver là tout de suite,
que l'un des objectifs, c'est aussi de pouvoir prévenir et sanctionner davantage les violences lors de manifestations sportives, et avec une idée de mettre en place des interdictions judiciaires de stade rendues plus systématiques. Interdictions judiciaires de stade qui, très souvent aujourd'hui, sont contredites par les avocats, et notamment, ils ont très souvent raison. En fait, la justice donne très souvent raison dès qu'il y a des procédures qui se mettent en place. Parce que très souvent, c'est fait de manière très abusive. Si aujourd'hui, la justice a les outils pour pouvoir dire, ok, bon, bah, on met des interdictions, on met des interdictions, on met des interdictions, dès qu'il y a le moindre supporter qui montre sa flamme de manière un peu trop véhémente, en fait, ça va toucher littéralement tout le monde, ça va être dans les JO, mais ça va être aussi par la suite, et c'est quelque chose que je considère comme étant très mauvais. À ce niveau-là, vous avez par exemple un avocat qui s'appelle Pierre Barthélémy, Pierre B sur Twitter, qui en parle très régulièrement, justement, de toutes les interventions qu'il fait, aussi bien des interdictions juridiques d'accès au stade, ou tout simplement même les déplacements de supporters qui ne peuvent juste pas aller dans une ville, c'est de la contrainte de liberté pure et nette de déplacement. Et donc du coup, à chaque fois, c'est rejeté parce que c'est anticonstitutionnel, mais en attendant, le préfet, il fait son petit arrêt, et du coup, bah, ça empêche les gens de se déplacer. Donc, ce truc-là, si aujourd'hui on en arrive à des lois dites exceptionnelles qui rentrent un jour dans le domaine public et général, on va arriver sur des privations de liberté qui sont, de mon point de vue, assez fortes, et ce qui n'est, encore une fois, pas spécialement souhaitable, de mon point de vue. Ouais, et pour continuer là-dessus, effectivement, là, on regarde les choses sous l'angle de l'IA, de la restriction de liberté, etc. En vrai, si la problématique, c'est de sécuriser les foules, et à mon avis, c'est en fait la problématique à laquelle on cherche à répondre. Je ne saurais que trop vous recommander, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas déjà, l'excellente chaîne de Fouloscopie sur YouTube. C'est un chercheur en foule. Voilà. Il étudie la science des foules. Un fouliste. C'est un fouliste Un qui est foulologue. tout à fait intéressant. Donc, il travaille sur plein de sujets liés aux foules, depuis les déplacements de poissons jusqu'à la prise de décision collective, comment faire rentrer et sortir les gens de manière optimale d'un métro, enfin bref. Et notamment, il a fait en gros 2 vidéos là, qui concernent le sujet qu'on est en train d'évoquer. Un sujet sur les mouvements de foule dans les stades et sur des drames, des véritables drames humains qui ont pu avoir lieu avec plusieurs morts. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais je pense qu'on est à une petite dizaine de morts de mémoire. Et pareil sur les mouvements de foule. Et je vous donne un peu le nugget directement. Souvent, ce qu'on observe, c'est que c'est essentiellement un problème de design de l'espace. L'explication n'est jamais « Ah, mais en fait, c'est parce que les gens sont débiles et qu'ils font n'importe quoi ». L'explication est toujours « En fait, c'est parce que l'espace a été conçu avec les pieds et qu'on a pris les gens pour des demeurés et qu'en fait, si on avait simplement conçu l'espace pour pouvoir accueillir de manière sécuritaire une foule, et il y a plein de bonnes pratiques en fait. Et franchement, j'espère que ce mec-là, je ne sais pas si c'est le cas, je ne l'ai pas vu communiquer dessus, mais j'espère que ce mec-là a été embauché comme consultant pour les JO, parce que je pense que ça fera la différence entre il y a un mouvement de foule et il n'y en a pas. Mais c'est surprenant le fait de voir comment simplement le design de l'espace et donc le design des contraintes qu'on donne ou pas à la foule, en fait, permet aux foules de s'autoréguler ou au contraire mène à des drames. Voilà, l'expérience du poteau en face de la sortie, par exemple, ça fait partie des trucs complètement... est-ce qu'il y a des points d'engorgement ou pas dans un virage, quand le virage il est par exemple à angle droit, comme dans un tunnel, bam, le tunnel il part direct sur la gauche, en fait ça crée des points de compression qui fait que du coup les gens se compriment et s'étouffent en fait. Dans une foule on meurt par étouffement. Bref, je vous invite à aller voir si vous la connaissiez pas déjà. Et je voulais aussi rebondir sur un point qui a été évoqué notamment par Mickaël, les problématiques de l'analyse d'images en temps réel, notamment utilisée par la police. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est en test depuis pas mal de temps. Je sais qu'on en a parlé juste avant. Il y a une ressource qui est un classique, qui est celle de la quadrature du net, dont on a déjà parlé, il me semble, la semaine dernière et dont on reparlera très certainement la semaine prochaine, parce qu'on est en période de politique et notamment de vote. Et de fait, j'ajoute ça, la quadrature du net fait pas mal d'articles, notamment ici, contre l'empire de la vidéosurveillance algorithmique, la quadrature du net contre-attaque, dans lequel ils expliquent leur point de vue. Le prétexte des Jeux Olympiques, donc ça c'est un peu ce qu'on a dit, c'est que globalement,
Quand ça arrive dans un cadre contextuel exceptionnel, en général, ça arrive dans le cadre général. Et surtout dans une idée de regarder ce qu'ils essayent de nous faire passer et regarder en fait ce qu'est la réalité déjà des faits, parce que ça fait depuis des années que c'est en place en fait l'analyse vidéo, et que depuis 2019 ils ont sorti un site qui s'appelle Technopolis qui montre justement toutes ces expérimentations là en France autour de l'analyse vidéo, avec un petit truc qu'ils ont fait qui est notamment leur carte des villes dans lequel il y a cette analyse. Évidemment, on n'est pas sur Google Maps, on est sur OpenStreetMap, parce que le libre, quoi. Et on peut voir que, par exemple, à Paris, il y a plein de projets qui sont là depuis pas mal de temps. Le projet Safe City depuis 2017, la RATP qui utilise déjà ça, les drones et ainsi de suite. Et évidemment, on peut voir que toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est bien représentée aussi. Merci Estrosi. Mais c'est pas les seuls, hein. Même à Toulouse, où j'habite par exemple, on a des caméras parlantes, on a de la vidéosurveillance automatisée, parce que c'est avec IBM en plus, donc il y a des gros contrats, hein. C'est aussi des histoires économiques qui sont derrière, donc il y a quand même un vrai truc. Exactement, on paye pour ça, vos impôts payent pour votre surveillance. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant à voir. Regardez si par exemple vous êtes concerné dans votre ville. C'est intéressant de savoir en fait ce que vous vivez et à quel point l'espace public est un espace dans lequel vous ne contractez pas. Un des derniers trucs qui est arrivé, alors du coup je vais parler de la ville de Lyon parce que c'est celle que je connais le mieux. Il y avait le radar pour le covoiturage, qui est pour le moment qu'à titre indicatif. Mais là, typiquement, il fait de la reconnaissance de la vision par ordinateur, de savoir si vous êtes tout seul ou pas dans votre voiture, si vous êtes sur la voie de covoiturage. Et d'ailleurs, le truc aussi que je voulais souligner, c'est la préparation aussi des gens, qui se fait du mental des gens, du psychologique, qui se fait justement sur des années, voire des dizaines d'années. Et il y a ce glissement petit à petit qui a été engagé à différents niveaux. Rien qu'un truc tout bête entre guillemets, c'est le glissement sémantique où on est passé de vidéosurveillance à vidéoprotection. Et tout ça, ça paraît aux yeux. Mais en fait, ça s'inscrit dans un tout qui vise clairement à nous préparer à ce que, justement, on se réveille un matin et qu'on se dise, bah ouais, c'est normal, ça fait un moment qu'on a ça, je vois pas d'anormalité à la chose. Ouais. Je reprends à chaque fois le parallèle quand on regarde les infos, qu'on est justement en période un petit peu de tension mondiale, de guerre, etc., où tu as souvent une préparation de la foule, du peuple, à justement, on va parler de tout un tas de choses et qu'on n'a pas l'habitude d'entendre avant, et petit à petit ça s'installe dans la normalité à force qu'on nous le répète. On réentraîne nos modèles, nos modèles humains, à justement à se préparer à une situation qui au bout d'un moment est là et est actée, quoi. J'ai envie de faire mon boomer à dire ça ressemblerait pas à 1984 et la novlangue quand même, hein. Dis donc. Bah, alors ça c'est vieux comme le monde, hein, de toute façon, comme procédé. Mais pour moi effectivement en fait, on a déjà les deux pieds dedans en pensant que c'est quelque chose qui arrive. Non, on est déjà les deux pieds dedans et on est tellement engagé dedans et c'est tellement, on va dire, dans ce que certains appellent l'ère du temps, que malheureusement, avec tout le respect que j'ai, par exemple pour la quadrature du net, notamment, ça ne restera malheureusement qu'une voix dissonante dans ce qui se fera pour de vrai et ce qui s'inscrira dans la réalité. Malheureusement. Après, c'est heureusement que cette voie est là. Mais alors, pour autant, elle est primordiale parce que ça reste une voix, mais ça sera qu'une voix dissonante parmi. Puisqu'on parle de la quadrature du net, j'en profite pour, en guise de transition, faire la promotion de notre prochaine émission. Une fois n'est pas coutume, d'habitude on le fait pas, mais là on va le faire, puisque nous allons avoir la joie de recevoir Caroline Zorn, qui est la tête de liste de l'élection du Parti Pirate pour l'élection européenne. On s'est dit, très cher chat, vous qui êtes peuplés de CryptoPunk, de libristes et d'autres et d'autres maximalistes, que ça vous ferait plaisir qu'on interviewe des pirates devant vous. Donc voilà, on interviewera
euh, elle et Alexis Roussel dans notre prochaine émission. Donc on parlera blockchain, crypto, IA, liberté fondamentale, vie privée, bref, tous les sujets qui intéressent les pirates. Et on verra si le Parti pirate a ses chances pour cette élection européenne. Et comment voter pour eux, puisqu'en fait, c'est une vraie démarche de voter pour le Parti pirate. Vous ne pouvez pas simplement vous rendre dans votre bureau de vote favori et prendre un bulletin, puisque les petits partis, malheureusement, en fait, les partis doivent imprimer leur bulletin eux-mêmes et payer pour ça. Et donc, quand on a un petit parti comme le Parti pirate sans moyens financiers, il faut que les électeurs impriment leur bulletin eux-mêmes. Voilà, c'est La démocratie, avant tout. c'est la démocratie. Donc voilà, donc on en parlera tous ensemble la semaine prochaine. Bon, il nous reste 10 minutes sur un sujet qui n'est pas petit. On va vous parler sans aucun rapport. On va vous parler de finances décentralisées. On va parler de finances décentralisées et de l'avenir de la DeFi, des nouveautés sur la DeFi, et notamment de fantômes. Alors Cyril, Virgile, je ne sais pas qui veut commencer à attraper le sujet. Virgile, peut-être. Vas-y. Comme tu préfères. Alors, alors commencer par les innovations en DeFi en commençant par Phantom. Alors, on peut commencer par là. En gros, on peut commencer par les innovations qui ont été créées par André Cronier, du coup. Ouais. Même en faisant éventuellement juste un récap de qui c'est, André. Ouais, en gros, André Cronier, c'était rappelons ce que c'est, Fantôme. Ça va avec, les deux vont avec. Les deux vont avec, en vrai. André Cronier, c'était un développeur, c'est toujours un développeur, en vrai, qui a commencé très tôt à construire des protocoles de finances décentralisées. Et il a surtout été remarqué pour avoir créé pas mal d'innovations. Et la première d'entre elles, c'était Yearn Finance, qui était un agrégateur de rendement. En gros, on déposait des fonds à l'intérieur et le protocole choisissait tout seul les routes les plus optimisées pour obtenir un maximum de rendement. Et ça, c'était du jamais vu dans la DeFi, et il s'est fait particulièrement remarquer grâce à ça. Et ensuite, par la suite, il est devenu conseiller pour la blockchain Phantom, qui a hébergé pas mal de protocoles DeFi, et c'était même une blockchain qui était spécialement conçue pour ça. Et puis aussi, c'est une blockchain / organisation de blockchain. Enfin, il y a plusieurs trucs qui vont avec et bref. Excuse-moi. Et puis voilà, il y avait une autre innovation qu'il avait apportée, qui date de 2022, qui s'appelle Solidly. Et en gros, Solidly, du coup, Cyril, tu te sens d'attaque pour développer un peu là-dessus? Ouais, si tu veux. Alors, du coup, en effet, comme on en parle, je vois dans le chat les testing prod. En effet, il est connu pour travailler de manière rapide. C'est un vrai dev, quoi. Juste, il travaille et ensuite il propose. Et bon, voilà, peut-être ça marche, peut-être ça marche pas, quoi. Genre, à un moment, c'est pas son problème en réalité. Alors, s'il y a des centaines de millions de dollars de valeur qui sont verrouillés dans ces trucs, c'est lui, il met à disposition des outils. Si les gens oui, les utilisent, c'est pas son problème, tu vois. Non, mais ouais, je vais reprendre mon document. Donc, Solidly, c'est un DEX, donc c'est un endroit où on peut échanger des cryptos. Alors, le classique des DEX, j'ai fait une partie 1 la semaine dernière où j'expliquais un petit peu d'où ça vient et pourquoi on parle d'AMM, avec notamment l'existence d'Uniswap. Uniswap, il y avait des mathématiques assez simples. Là, ici, les mathématiques, elles sont pas beaucoup plus compliquées. C'est ça, les mathématiques. Donc, du coup, c'est x fois... c'est 3x plus... 3xy plus 3yx est égal à k. Donc, on est encore dans ces formules où on a multiplication et addition et basta. L'idée avec ça, par contre, c'était notamment, un petit peu comme Curve, de faire intervenir ce qu'on va appeler des VE tokens. Donc, en fait, des tokens dans lesquels on a un pouvoir de vote et dans lequel on va pouvoir incentiver plus certaines pool de liquidité, donc espace dans lequel les gens mettent de l'argent et sont rémunérés pour ça. Et donc, du coup, ces VE tokens permettent de voter pour pouvoir incentiver différentes pools. Et là, ici, l'idée, elle va loin parce qu'en fait, on n'est pas incentivé par rapport à ce qu'on met nous dans la pool, mais par rapport à ce qu'on
n'anticipe de quelle sera la pool qui va le plus incentiver les personnes, qui va le plus récompenser les personnes. Donc il y avait un truc un petit peu chelou, un petit peu ce qu'on appellera dégène. Et en 2022, ça pète complètement et c'est aujourd'hui toujours un système qui est très utilisé. Les Solidly, il y en a plein différents. Il y en a sur toutes les blockchains. Sur Base, par exemple, de Coinbase, l'un des plus gros DEX, c'est justement un DEX qui est basé sur le code de Solidly. Donc en fait, le travail d'André Cronjeu, que ce soit avec Yearn ou que ce soit avec Solidly, a toujours aujourd'hui un impact énorme et continue en fait à perdurer sur toutes les blockchains les plus à la mode. En fait, c'est vraiment le développeur qui a mis en place finalement les codes les plus importants aujourd'hui, qui rapportent plus de volume, de transactions et ainsi de suite, et qui font du coup le plus de fees, donc qui rémunèrent aussi les validateurs. Donc il y a quand même quelque chose à voir là-dedans. Donc voilà, je voulais juste tout petit peu en parler de ce truc-là de Solidly, avec du coup la formule un peu classique. Mais bon, ça reste des maths et Ouais, des émissions, quoi. Même pour Yearn, même Yearn Finance, il a trouvé des successeurs spirituels d'une certaine façon, parce que là Tout à fait. on a le protocole fluide qui a été développé par un startup où en gros c'est exactement comme Yearn, mais sauf que comment dire, les rendements sont connectés mutuellement, c'est-à-dire que au lieu de enfin au lieu de créer un espèce de coffre-fort à part sur Yearn Finance, là sur Fluid, les fonds que tu déposes, ils sont directement déployés dans les protocoles DeFi qui sont intégrés. Et en gros, bah, ça permet de bouger la liquidité directement vers le protocole qui en a le plus besoin. Mhm. Et ouais, quoi, c'est vrai que on parlait de Test in Prod juste avant, et c'est vrai qu'André Cronier, même s'il était extrêmement populaire en 2022, bah, sa réputation a continué de décroître au fil des ans, parce que Bien sûr. parce que voilà, il avait d'excellentes idées, mais sur l'exécution, c'était toujours très brouillon, et même il y avait beaucoup des protocoles qu'il développait qui ont été hackés finalement. Mais le bon côté, c'est que la DeFi s'est inspirée de ces innovations, et là, on a des vrais protocoles innovants, mais qui sont à la fois innovants et sécurisés du coup. Tout à fait. Et juste du coup, André Cronjeu s'est officiellement retiré en mi-2022, après avoir libéré Solidly. Bah en fait, il s'est retiré. Juste, ah oui, petite précision, c'est quand même lui qui faisait vraiment tout, que ce soit l'application, le smart contract ou la DApp. Notamment sur Yearn, par exemple, c'est lui qui a tout créé, quoi. Mais donc du coup, c'est pour ça qu'on peut voir plein d'articles en mode The Rise and Fall of a DeFi God. Donc j'aime bien ce genre de truc où on déifie dans la décentralisation, j'adore. Euh, et aujourd'hui, en fait, il est très largement revenu, hein. Depuis la fin de l'année dernière, il poste beaucoup. Et il s'est remis un petit peu dans son rôle de conseiller pour Phantom et pour cette blockchain. Et notamment, l'envie qu'il avait, lui, depuis le début, c'est d'avoir une blockchain qui est très adaptée à la DeFi. Et donc, notamment, en fait, à la finance telle qu'on la connaît, c'est-à-dire à de la finance qui va vite. Et par exemple, l'idée même d'avoir un jour sur la blockchain, par exemple, de la finance et du trading de haute fréquence, c'est un truc qui le fait kiffer. Et donc, du coup, si on en parle aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a le protocole Sonic qui a été mis en place depuis maintenant quelques semaines, et qui est un protocole qui vient s'ajouter à comment ça s'appelle, à Phantom, pour donner une finalité de l'ordre de 0,1 à 0,2 secondes sur chacun des blocs. Donc on est sur quelque chose de vraiment très rapide maintenant, et qui a l'air de fonctionner. Ils ont un uptime à 99,9%, enfin je veux dire, ça a l'air de tenir, et il y a de plus en plus de validateurs dessus. Il faut savoir, pour la petite information, je regardais les chiffres, c'est la troisième blockchain qui a le plus de contrats déployés dessus, Phantom. On a, en premier, c'est Polygon, en deuxième, c'est la BNB, en troisième, c'est Phantom, et Ethereum est loin derrière, parce que en fait, Ethereum coûte très cher aujourd'hui à utiliser. Donc il y a quand même ce truc-là à prendre en considération. Après, il faut regarder la qualité des contrats et ce qu'ils font, quoi. Bien sûr, non, bien sûr, mais au moins ça attire en tout cas une partie des développeurs. Et par exemple, là, depuis le début d'année, ils ont complètement surfé sur la vague de la narrative autour des meme coins. On peut penser au Dog with Hat ou ce genre de choses.
qui sont des choses un peu dégènes. Nous, on n'a pas tendance à vous vendre la pertinence de ce genre de projet, mais ça a été un truc non négligeable, en tout cas pour le monde des blockchains, comme par exemple étaient les ordinals pour Bitcoin. On s'en fout, moi je m'en fous en tout cas, mais c'est vrai que par contre pour les validateurs Bitcoin, enfin pour les mineurs Bitcoin, c'est intéressant. Donc du coup, le fait d'avoir de l'activité, ça a un intérêt, et ils ont complètement surfé sur cette narrative-là avec Fantôme. Donc voilà, on voulait un petit peu vous parler notamment de ce personnage-là d'André Grandjeu, parce que tous les gens qui rentrent dans le monde de la blockchain ne connaissent pas forcément les grandes têtes, les grands penseurs, les grands testeurs de ce monde-là. Moi, j'ai pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que si Sonic, c'est quand même un truc qui a vraiment le vent en poupe. Je regardais hier un petit peu les financeurs. Il y a le fondateur de Curve, le fondateur de AAV, le fondateur je l'ai noté, de Campand qui ont mis des billes dessus. Donc a priori, Sonic a l'air d'être bien backé, ça a l'air d'être quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, ils ont en tout cas comme volonté de créer une blockchain qui est vraiment rapide, qui très certainement met le holà sur une partie de décentralisation ou ce genre de choses. Évidemment, hein, on connaît notre trilemme, mais voilà, en tout cas, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Bon, bah, je pense qu'on va devoir conclure parce que je vois qu'il est déjà 13h30. Pile. Incroyable. Et ben merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir suivi ce nouvel épisode des Chroniques d'Aliera. La semaine prochaine, on se retrouve pour une interview exclusive avec le Parti Pirate, notamment Caroline, la tête de liste du Parti Pirate. Un bon après-midi à tous et à toutes et bon appétit à ceux qui n'ont pas déjà mangé. Si vous voulez vous former à l'IA ou à la blockchain, c'est chez Aliera que ça se passe. On forme les développeurs, les consultants, les spécialistes en DeFi. Vous pourrez avoir Cyril et ou Michael en cours. N'hésitez pas, vous pouvez aller sur aliera.fr pour récupérer toutes les infos utiles, prendre rendez-vous avec les conseillers, CFinance, CPF, France Travail, Syntec, tout ce que vous voulez. Prenez soin de vous, à bientôt, bon appétit. Ah, et une petite news, j'ai oublié des derniers trucs. Demain, c'est les meet-up décentralisés. Donc pour les gens dans le chat qui sont proches d'une ville où un meet-up décentralisé est organisé, regardez sur le Discord d'Aliera où sont le prochain meet-up. Ce sera donc demain. Et s'il n'y a pas de ville près de chez vous qui en organise un, eh bien, organisez-le. C'est pour ça qu'ils sont décentralisés, ces meet-up. Prenez soin de vous. Salut. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Life is just